Voilà donc pour ce film. Alors, nettoyage ethnique, crime contre l'humanité, génocide. Depuis maintenant plusieurs semaines, la communauté internationale s'indigne des exactions perpétrées contre la communauté musulmane des Rohingyas en Birmanie. Il serait plusieurs centaines de milliers à avoir été déplacés au Bangladesh voisin. Et les témoins parqués dans quelques camps racontent des scènes de torture, de viol et d'exécution. Que se passe-t-il en Birmanie? Comment protéger la communauté Rohingya? Et la communauté internationale est-elle impuissante face aux atrocités commises par l'armée birmane? Pour en débattre, je vais poser la question à mes invités. Enfin, Nordine Erès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur du collectif AMEB, Halte au massacre en Birmanie. Pardon. Tout à fait. Merci à tous d'être présents. Nordine Erès, peut-être vous de votre côté, vous vous êtes engagé il y a déjà plusieurs années à la suite justement de la découverte de la réalité des Rohingyas, mais pas seulement, car ce n'est pas le seul peuple opprimé en Birmanie. Plus largement, que diriez-vous du droit des minorités en Birmanie? Comment vous expliquez le rejet de ces communautés? Alors, ce pays-là a une particularité, c'est-à-dire que c'est un pays qui est composé de plusieurs ethnies différentes. On en rencontre officiellement plus de 130, plus de 135. Il y a eu un recensement qui a été fait il n'y a pas très longtemps, il y a, je pense, 2 ans. Et on a occulté encore une fois environ 8 ou 9 ethnies, dont les Rohingyas. Et les Rohingyas ont cette particularité, c'est-à-dire qu'ils sont apatrides aujourd'hui, c'est la plus grosse communauté. Depuis 1982, hein, il y a une loi en fait qui leur a retiré la nationalité. Tout à fait. Et cette loi-là, je pense, fait partie d'un agenda, je dirais, politique qui n'est pas hasardeux. Et on a voulu, je pense, on a le sentiment, quand on étudie le cas de la Birmanie depuis un certain nombre d'années, que tout n'est pas fait au hasard. Il y a une sorte de coalition, une combinaison assez parfaite et presque machiavélique quelque part entre le pouvoir religieux d'un côté, représenté par ces moines extrémistes, et vous avez l'armée birmane qui vont de concert. Qui vont de concert, tout à fait. Qui s'alimentent. Ils s'arrangent entre eux. Voilà. Justement, on va y venir, on va essayer d'expliquer cette réalité complexe. Nordine Erès, je vous voyais tiquer quand je disais c'est un conflit musulman contre bouddhiste. Pourquoi? Non, absolument pas. C'est ce qu'on veut nous faire croire. On voudrait aller vers ce schéma-là. Lecture binaire, du coup. Tout à fait, parce que vous savez qu'en Birmanie, le pouvoir religieux est assez conséquent. Vous avez une sorte d'emprise de certains moines sur le peuple, due notamment aux effets classiques d'une dictature, c'est-à-dire la pensée unique via de la presse internationale. Il faut imaginer la Birmanie avant 2011. Et vous avez cet engrenage. L'armée birmane a été consciente, en tout cas, du pouvoir de la religion sur le peuple. Et donc, on l'a utilisé justement à cet agenda politique. Et donc, aujourd'hui, c'est à moitié faux de dire d'opposer 2 religions, parce que c'est quelque chose d'assez dangereux. D'abord, on rentrerait dans des clashs de civilisation. Et vous avez même un certain nombre de groupes terroristes qui essaieraient de récupérer justement cette cause-là. Alors, 25 août 2017, donc comme on l'entendait et vous le disiez, ce n'est pas le premier pic de violence, hein, il y en a eu précédemment. Quoi qu'il en soit, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées. On parle de viols, on parle d'incendies de villages, des gens qui sont exécutés sommairement. Comment expliquer le terme de regain de violence paraît bien maigre en fait par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui. À quoi c'est lié? Pétri de représentation, que ce soit sur les moines bouddhistes d'un côté, sur Aung San Suu Kyi de l'autre, et sur la capacité qu'elle aurait potentiellement en fait à changer les choses. Nordine Erès, c'est ça? Tout à fait. En fait, Aung San Suu Kyi, pour nous, elle a été, et pour beaucoup de monde, une très grosse déception. Institutionnellement, c'est compliqué aussi. Donc bien sûr, elle va se mettre à dos une majorité de bouddhistes qui sont anti-Rohingya. Je pense qu'elle se retire de ce problème-là. Et en même temps, vous avez les militaires qui justifient leur présence militaire dans cet État d'Arakan, qui est difficilement gérable, parce que vous avez aussi des indépendantistes rakhines qui ont toujours clamé leur indépendance. On leur donne l'impression qu'on est du même côté, qu'on a un ennemi commun qui s'appelle les Rohingyas. Et donc, on se met de votre côté. Donc je pense qu'Aung San Suu Kyi, elle a toujours voulu s'extirper de cette problématique qui est difficilement gérable. Et la commission qui avait été présentée qui avait été missionnée en tout cas par Kofi Annan, à la demande de Aung San Suu Kyi, n'est pas une commission d'enquête, mais plutôt une commission pour trouver des alternatives à cette solution. Et ça, c'est encore difficile, parce qu'il va falloir travailler à la fois en externe, donc il faut une mobilisation de la communauté internationale, mais aussi en interne, il va falloir changer les mentalités. Et ce processus de démocratisation, je pense que c'est un espoir, mais qui va prendre effectivement beaucoup de temps. Jean-Noël Waterval. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Aung San Suu Kyi lorsque j'étais en 2011, exactement. Donc je lui ai posé un peu, elle venait de sortir de ses arrêts domiciliaires et je lui ai posé la question un peu quelles sont les priorités. Elle m'en a dit j'en ai 2. 1, c'est d'instaurer une culture démocratique dans mon pays et 2, c'est de résoudre le problème, les conflits ethniques à la frontière. Je lui ai demandé et les Rohingyas? Elle m'a dit là c'est un problème d'émigration.
Ah. Donc, voilà ce que ce n'est même pas, oui. Ce que je veux dire... Ce n'est pas un problème de conflit interethnique, on est dans une querelle de définition. Alors, je ne sais pas, de nouveau, enfin, il faut replacer ce qu'elle a dit dans le contexte d'une... Mais elle a, comme vous l'avez dit, une vision qui correspond à une vision je dirais, 99% de la population birmane qui, ces pauvres Rohingyas, n'ont aucun soutien au sein de l'opinion publique. Et ils n'ont rien à faire là, finalement. Et donc, on en discutait avant, moi je pense qu'elle est prise aussi dans un dilemme, parce que les militaires ne peuvent pas l'attaquer sur la popularité, puisqu'elle c'est une femme encore très populaire, et ceux qui disent qu'il faut qu'elle parle et qu'elle parte, je trouve c'est une honte, parce que ça veut dire ignorer les millions de personnes qui ont voté pour elle. Mais par ailleurs, ils savent très bien que pour la discréditer, il suffirait qu'elle prenne une position en faveur des Rohingyas et elle perdrait une partie de la popularité qu'elle a. Donc elle est dans une situation très difficile. C'est la même problématique pour les autres minorités ethniques. Je pense notamment en Karen, qui est une minorité chrétienne, qui a aussi eu maille à partir avec le pouvoir central. Ce n'est pas la même problématique, parce que ces minorités-là font partie des minorités de Birmanie, reconnues des 135 en tant que telles, minorités. Contrairement aux Rohingyas. Là, maintenant, la question en fait, de la solution et de la position de la communauté internationale se pose. Comment régler ce conflit? Comment faire en sorte en fait, de sortir de ces crimes contre l'humanité, génocide, nettoyage ethnique. On a vu beaucoup de mots fleurir depuis quelques semaines. On réécoute Emmanuel Macron qui était interrogé par nos confrères de Quotidien lors de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Sur la Birmanie, l'odieuse purification ethnique qui est en cours, nous devons la condamner et agir. En demandant la cessation de ces violences, en demandant les accès humanitaires, ce qui permet ensuite progressivement une escalade. Quand l'ONU condamne, il y a des conséquences derrière qui peuvent donner le cadre à une intervention dans le cadre de l'ONU. Donc, dans ce contexte-là, je souhaite que, et j'ai pris l'engagement ce matin de le faire, sur les Rohingyas, nous condamnions, et la France prendra l'initiative avec plusieurs de ses partenaires du Conseil de sécurité, ce génocide qui est en cours, cette purification ethnique, et que nous puissions agir de manière concrète. La région de l'Arakan a aussi des ressources. Oui. Et que la Chine... Le projet du gazoduc également, qui va transiter aussi par cet état d'Arakan. Et donc, plus bas. Plus bas, bien sûr, mais en tout cas, ça rentre en tout cas dans les intérêts politiques de la Chine. Simplement pour revenir sur la question de l'intégration peut-être progressive des Rohingyas dans leur territoire, je pense qu'il y a d'abord Aung San Suu Kyi déclare que nous pouvons réintégrer ces réfugiés sous contrôle des vérifications. Je ne sais pas comment, parce qu'ils sont apatrides. Donc je ne sais pas techniquement comment ça va se passer. Il n'y a pas de texte, légalement. Ils ont des cartes qu'on leur a remis. Il y a des textes. Ils avaient commencé, je crois que c'est en 93. Il y a un protocole d'accord sur les conditions de rapatriement des réfugiés. Ensuite, sur l'acceptation sociale des Rohingyas dans l'état d'Arakan, ça va être encore plus difficile. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait essayé nous-mêmes en tant qu'ONG à l'époque, et c'est ce qu'on demande toujours à chaque fois qu'on fait des interventions en Birmanie, c'est que d'abord on nous permette d'avoir des accès. Accès aux humanitaires, c'est quelque chose. Ce que disait le journal de la Travail, c'est qu'il y a quand même un problème d'accès à la Birmanie. Globalement, c'est fermé et on voit que même les associations humanitaires ont beaucoup de mal en fait à accéder aux populations. C'est très difficile. Et aujourd'hui, on a du mal à travailler sur place. On a voulu, par exemple, initier un certain nombre de projets avec les organisations, les ONG locales bouddhistes, pour pouvoir créer des sortes de ponts de communication entre les chefs des villages Rohingyas et de l'autre côté chez les bouddhistes, pour pouvoir permettre... Il y a des initiatives, il y a en tout cas une volonté quelque part de créer ces ponts-là, mais ils sont très difficilement... c'est très difficile à mettre en place. Et on a vu que l'armée birmane est très réticente à ce genre de choses, parce que ça rentrerait en complète contradiction avec un certain problème. Des faits qui sont incontrôlables. C'est très vrai ce que vous dites. C'est vrai qu'avant, on avait bien constaté cette cohabitation, mais vous avez de l'autre côté des brèches et des sortes d'étincelles qui sont créées des parts et d'autres pour justement attiser cette haine et encore une fois justifier une présence militaire. On en voit par exemple, il y a eu des attaques de Mektila en 2013, également le supposé viol, parce qu'on n'en sait toujours rien, d'une jeune fille bouddhiste par Rohingya. Donc en fait, toutes ces histoires-là, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Est-ce que ce sont simplement des prétextes pour créer encore une fois des frictions entre communautés? Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont quand même instrumentalisées. Merci à vous. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cette émission, mais pas de panique. Vous pouvez la revoir en replay et à l'envie sur notre site publicsena.fr. Merci à Aurélie Dafas et à Amélia Morgadi d'avoir préparé cette émission. Très belle semaine à tous. Ciao.